Super. Alors, je pense que tout le monde qui était dans la salle d'attente est rentré. Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce premier événement de l'édition 2024 des Dialogues pour le climat. On est très choyés de vous avoir avec nous là, pour ce premier petit rendez-vous climatique. Avant toute chose, même si c'est un événement qui est virtuel, il est important de reconnaître d'où nous rejoignons cet appel. La plupart de nos organisations sont basées à Tiohtià:ke, communément connu sous le nom de Montréal. C'est un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange pour les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Nous tenons à honorer, reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes traditionnelles des terres et de l'eau sur lesquelles nous nous rejoignons aujourd'hui. Puis je vais mettre aussi un lien dans le clavardage que je vous invite à aller visiter. Aussi, nous souhaitons remercier nos commanditaires et les organisations partenaires qui permettent cette quatrième édition des Dialogues pour le climat. Les Dialogues pour le climat, ce sont 2 semaines de rencontres intersectorielles qui coïncident avec les dates des conférences des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Cette année, c'est donc la CDP 29 ou COP29 en anglais, qui se déroule à Bakou du 11 au 22 novembre 2024. Les dialogues offrent une plateforme très propice aux échanges et à l'apprentissage, que ce soit sur des sujets relatifs au CDP ou aux enjeux environnementaux québécois et canadiens. Les dialogues ont pour but de rehausser l'ambition climatique, de sensibiliser à l'environnement et aux négociations climatiques internationales, ainsi que de mobiliser la société civile en vue là, de la CDP. Pour accéder à l'ensemble des événements organisés dans le cadre des dialogues, je vais mettre dans le clavardage le lien vers le site web des dialogues. Et finalement, pour cet événement, vous pouvez remarquer qu'il est enregistré. C'est juste pour permettre aux personnes qui ne peuvent pas être là en ce moment de pouvoir le regarder là, par la suite en rattrapage. Il va être disponible sur la chaîne YouTube de Réalité climatique Canada. Aussi, à la fin, on vous garde une petite période pour les questions. Donc, on vous invite à mettre vos questions soit dans la barre Q&A en bas de votre Zoom ou alors dans le clavardage, puis on va pouvoir y répondre à la fin. Et sans plus tarder, je vous présente votre animateur, Maxime Perrault, responsable de la coalition Sortons la caisse du carbone. Merci, Agathe. Merci pour l'introduction. Merci pour l'invitation. Je vais peut-être commencer par donner une petite définition de ce qu'est l'éco-blanchiment. Puis, ben, tant qu'avoir Geneviève du Centre québécois du droit de l'environnement autour de la table, on peut utiliser la définition que le CQDE donnait dans son rapport publié en 2022 sur le sujet. Donc, on peut y lire que l'éco-blanchiment se produit lorsqu'une entité émet des déclarations fausses ou trompeuses quant aux attributs environnementaux de ses activités, de ses produits ou de ses services. L'éco-blanchiment, c'est un enjeu qui fait partie de mon quotidien au travail. Mon travail chez Sortons la Caisse vise à ce que les acteurs du secteur financier alignent leurs activités avec les impératifs environnementaux de notre époque. Malheureusement, l'éco-blanchiment, c'est encore très présent dans le secteur. On le remarque souvent dans les rapports de durabilité qui sont produits par différents joueurs du secteur, plusieurs acteurs qui ont recours à des méthodologies qui sont parfois un peu douteuses pour des fois camoufler une réalité qui est un peu plus sombre. Mais le problème ne se limite évidemment pas au secteur financier. L'éco-blanchiment, c'est un problème qui est pernicieux, c'est un problème qui est très répandu. Il y a une étude publiée en 2021 par le Réseau international de contrôle et de protection des consommateurs qui dit que si on regarde seulement les cas d'éco-blanchiment qui sont susceptibles d'enfreindre la réglementation existante, ben, il y aurait 40 des déclarations liées à l'environnement qui pourraient être considérées comme de l'éco-blanchiment. D'autres études qui vont définir l'éco-blanchiment de manière plus large, qui indiquent que cette proportion-là pourrait être beaucoup plus grande. Ça pourrait atteindre jusqu'à 95 des déclarations environnementales, ce qui est, on s'entend, pas rien. Je pense que ben, le sujet de l'éco-blanchiment, en fait, ça tombe pile poil pour cette première journée des dialogues, première journée de la COP. On dit souvent les accords qui découlent des COP sont cruciaux pour maintenir un langage commun autour de l'action climatique, mais le régime climatique de l'ONU traverse des tensions qui sont croissantes. D'abord, ben, il y a des choix de pays hôtes controversés. L'Arabie saoudite l'an dernier, l'Azerbaïdjan cette année, deux pétro-États. Il y a plusieurs observateurs qui craignent que le pays hôte freine l'ambition de la COP, notamment sur la question de la sortie des énergies fossiles. Puis également, ben, la CNUC fait face à des vents contraires qui viennent aussi d'États membres qui menacent de se désengager, comme ben, les États-Unis. On l'a vu, hein, Trump a menacé encore une fois de se retirer de l'accord de Paris. Si la Convention cadre des Nations unies venait à perdre de son influence dans un contexte où déjà ben, on a des standards qui se multiplient sans toujours s'harmoniser, ça pourrait ouvrir la porte à une fragmentation plus grande qui laisserait des failles plus grandes encore pour l'éco-blanchiment. Mais bon, tout n'est pas tout noir, tout va pas mal. On voit quand même des avancées qui sont importantes. En Europe, la Commission européenne a adopté une directive pour contrer les allégations environnementales trompeuses en janvier dernier.
Ici, au Canada, le projet de loi C-59 est aussi venu modifier la loi fédérale sur la concurrence. On a vu ça passer en juin dernier. On voit également émerger toutes sortes d'initiatives volontaires qui visent à mettre un terme à l'éco-blanchiment ici et ailleurs. Donc, pour explorer ce sujet-là qui est essentiel, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois panélistes pour qui la lutte à l'éco-blanchiment fait partie de leur travail. Donc, d'abord, Geneviève Paul, directrice du Centre québécois du droit de l'environnement. Donc, le CQDE, c'est le seul organisme à but non lucratif à offrir une expertise indépendante en matière de droit de l'environnement au Québec. Vous avez publié un premier rapport sur l'éco-blanchiment en 2022, un autre cette fois-ci sur le secteur financier en automne, que j'ai personnellement très apprécié. Mel Dancause, qui est membre et stratège en communication responsable chez Bleu Forêt, une coop de communication responsable, vive les coops. Et Valérie Védrine, qui est fondatrice et présidente du conseil d'administration de Masse Critique, un OBNL qui vise à provoquer la transformation durable et responsable de l'industrie des coms par l'éducation et la co-création de nouveaux standards. Bonjour à toutes, merci d'être là aujourd'hui. Peut-être avant d'entrer dans peut-être le détail des initiatives spécifiques que vous portez, j'aimerais poser une question plus générale. C'est quoi, selon vous, les causes profondes de l'éco-blanchiment? C'est quoi la portée, l'étendue du phénomène? Quels sont les facteurs qui rendent ce problème-là si difficile à combattre? Puis comment est-ce que vous voyez votre rôle dans la lutte contre l'éco-blanchiment? Bon, je le réalise, c'est quatre questions, ce n'est pas une, mais ça vous donne un champ plus large pour répondre. Je commencerai peut-être par Geneviève. Oui, merci Maxime. Bonjour tout le monde. Merci à tous ceux et celles derrière les dialogues pour le climat pour cette invitation. Euh, Maxime, tu as fait allusion déjà dans ton introduction au fait que c'est par rapport à l'ampleur du phénomène. Là-dessus, on te rejoint, là, c'est-à-dire que c'est vraiment un problème qui est très répandu, pour ne pas dire endémique. On voit vraiment qu'il y a une multiplication des déclarations relatives à, bon, qu'est-ce qui est carboneutre, net zéro, en plus de vert durable qu'on entend déjà quand même depuis quelques années. Merci d'avoir fait référence au travail du CQDE. On a la chance de collaborer avec l'avocat et chercheur Julien Beaulieu et grâce à son travail qui est auteur là, des rapports du CQDE sur cette question-là, on collabore depuis quelques années. Puis dans les causes qu'on a identifiées, tu parles de causes profondes, ben c'est sûr, tu as fait allusion aussi, c'est d'abord, je dirais, l'absence d'harmonisation, d'uniformisation au niveau des règles. Donc, vraiment, en fait, on n'hésite même pas à dire, nous, que c'est le Far West, là. Notamment dans le secteur financier, puis ça, c'est le sujet de notre dernier rapport, l'éco-blanchiment dans le secteur de la finance dite durable. Donc, vraiment, une absence d'uniformisation, une absence de possibilité pour les consommateurs, les investisseurs, même les organes publics de vérifier l'information. Les normes, il y a eu des initiatives, puis il y a eu des développements même au Québec puis au Canada, mais les normes, pour l'instant, sont, à notre avis, insuffisantes pour encadrer le phénomène de manière adéquate. Puis là, on le voit, bien, il ne diminue pas, là, il est très, très présent. Donc, on se retrouve avec des données qui sont faussées de manière intentionnelle ou non, j'ai envie de dire. Tu sais, c'est pas toujours intentionnel, mais le résultat, quand même, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éco-blanchiment. Ça vient nourrir la désinformation, puis on connaît, on a eu un dur rappel la semaine dernière de l'impact que la désinformation peut avoir et à quel point ça peut nous nuire, nous, étant le mouvement environnemental, ceux qui travaillent à la protection de l'environnement. Ça vient aussi nourrir, accroître le scepticisme au sein de la population, puis on peut comprendre. Il y a un sondage qui a été fait au Québec en 2023, l'année passée, donc sur les produits alimentaires, puis 46% des personnes sondées disaient ne pas vouloir payer plus pour un produit parce qu'elles ne s'y retrouvent pas dans les différentes allégations. En disant c'est bien trop complexe, je ne vais pas payer plus si en plus je ne comprends pas ce que je lis. Puis peut-être que vous avez fait comme moi, essayer de démêler aussi souvent les petites écritures en arrière, puis c'est difficile de s'y retrouver en l'absence d'uniformisation claire. Donc, au niveau du panorama de la législation, on se retrouve avec un fromage suisse bien troué. Tu as fait allusion un petit peu bon, à certaines statistiques. Des études ont montré que, par exemple, les 250 des plus grands fonds dits socialement responsables ou respectueux de l'environnement, bien, il y en a juste une petite douzaine, donc 5 qui sont alignés, puis je le mets en guillemets, plus ou moins alignés sur les accords de Paris.
les entreprises cotées en bourse doivent divulguer de l'information. 40 de l'information sur les risques climatiques que les sociétés en bourse au Canada divulguent ont été évaluées en 2021 comme génériques, vagues ou incomplètes. Donc, quel est notre rôle? Parce que c'est plusieurs questions, c'est d'aller tout de suite vers la deuxième partie. Notre rôle à notre avis, ou en tout cas le rôle du droit, pour nous, est essentiel, vraiment, pour pouvoir resserrer les règles. C'est un outil puissant, il faut qu'on s'en serve. C'est ce qu'on espère là, inciter les acteurs d'influence, les autorités à faire, tant au Québec qu'au Canada. Puis, je me limiterai peut-être à 3 aspects au niveau de notre rôle. Ça serait 3 mesures pour vraiment accélérer. Là, je pense que ça nous aiderait beaucoup pour enrayer ce phénomène-là, ou en tout moins diminuer. La divulgation obligatoire, donc ça s'adresse directement d'informations, donc ça s'adresse directement à une cause profonde, là. Donc des règles de divulgation standardisées pour que la population ait accès à des informations, puis là, je vais y aller avec 5 critères: vraies, compréhensibles, comparables, complètes et vérifiables. Le dernier est quand même important, c'est souvent difficile pour le public de vérifier. Le public devrait avoir accès aux preuves. Ça devrait être d'emblée disponible en ligne. Sur quelles preuves les entreprises s'appuient quand elles font des déclarations? Deuxième pratique à mettre en œuvre, resserrer les règles. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour resserrer les règles pour que ça soit moins le Far West. Je pense par exemple à plusieurs produits en finance, des prêts divers, des programmes de compensation carbone. Je pense qu'il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un rapport qui sort sur un peu le côté, bon, à quel point c'est un petit peu une catastrophe là, au niveau des produits de compensation carbone par rapport à l'objectif. Donc, il y a des choses qu'on peut faire ici. Puis enfin, la troisième, ça serait sanctionner. Pour que ça fonctionne, c'est sûr qu'il faut que ça soit adapté au code d'éco-blanchiment. Puis en ce moment, les sanctions, les pénalités ne sont pas adaptées, alors qu'on sait qu'il y a un fort soutien de la population pour ça. Greenpeace Canada faisait un sondage il n'y a pas très longtemps. Et ce qui ressortait du sondage, c'était que 93 c'est quand même énorme, là, des personnes sondées étaient en faveur de sanctions pour les compagnies qui ne sont pas capables de prouver ce qu'elles avancent. Puis ça semble quand même logique parce qu'elles font un profit par rapport, c'est entre autres avec ces allégations-là, donc d'être capable de le prouver. Et ça permettrait finalement aussi d'allouer les capitaux à la bonne place et de se concentrer vraiment sur la transition, mais aussi de récompenser les entreprises qui sont sérieuses dans leur démarche. Merci Geneviève. J'aime beaucoup l'image du fromage suisse. Espérons qu'on puisse le plugger un jour. Maëlle, de ton côté? Oui, ben évidemment, là, tout l'aspect de la réglementation, de la législation est primordial dans la question. Mais pour revenir un petit peu en arrière, là, ce serait quoi les causes profondes de l'éco-blanchiment? Donc, pourquoi ça existe, cette bibite-là? C'est difficile pour moi de ne pas nommer les pressions économiques là, que les entreprises, les organisations vivent, sans nommer le modèle capitaliste dans lequel on évolue. Donc, c'est sûr que ça joue. Il y a un opportunisme d'affaires des fois aussi qui peut être en cause. Mais de l'autre côté aussi, je pense qu'il y a l'incompréhension des enjeux climatiques puis tout ce qui entoure le développement durable. Donc, des fois, ça part d'une bonne intention, mais le fait de ne pas comprendre totalement les enjeux de fond peut nous mener justement à tomber dans l'un des pièges de l'éco-blanchiment. Ça peut faire en sorte que parfois aussi on accorde une importance à quelque chose qui est futile au final quand on prend le temps vraiment d'analyser tout notre écosystème, toutes nos actions. Donc, je pense qu'au niveau là, des causes profondes, ça se joue quand même dans ces eaux-là. Donc, nous, chez Bleu Forêt, le rôle qu'on a décidé de prendre pour être actrice là, de la solution, c'est d'adopter la communication responsable. Donc, autant au sein de la coop, c'est les services qu'on va offrir. Puis ensuite, ben, on va justement promouvoir ces pratiques-là au sein de notre clientèle pour qu'ils puissent, après ça, là, répliquer les pratiques de la communication responsable au sein de leurs organisations. Donc, quand je parle de communication responsable, en gros, ce que ça veut dire, c'est une approche qui a un très grand souci de son processus de communication. Donc, il va être à l'écoute des parties prenantes, qui va co-construire justement les processus, puis qui a un souci de ses impacts là, sociaux et environnementaux, de son contenant et de son contenu, donc de ses outils de com et du message qui est véhiculé. Donc déjà, là, quand on adopte cette approche-là, on est dans une posture où est-ce que c'est plus facile de prévenir l'éco-blanchiment. On prône donc le respect, comme j'ai la transparence, la justesse des propos. Donc, la liste, justement, que Geneviève énumérait un petit peu plus tôt, là, les 5 critères, là, ça, c'est la musique à mes oreilles. Là, c'est des mots qui sont simples, justement, mais qui veulent tout dire. Puis ça, on les avait toujours en tête quand on est en train de développer des messages. Ça éviterait déjà beaucoup de problématiques.
Puis pour conclure sur le volet de communication responsable, puis comment ça fait partie de la solution, au Québec, on a aussi le C3, qui est le collectif là, communication citoyenne. Eux, ils vont même un petit peu plus loin, ils vont dire, ben en fait, là, les organisations qui font la promotion de comportements qui vont à l'encontre de la transition, ça aussi, c'est de l'éco-blanchiment. Donc, c'est pas juste le message, c'est de ratisser complètement avec qu'est-ce qu'on promouvoit, qu'est-ce qu'on met de l'avant au niveau de la société, puis est-ce que ces comportements-là qui sont favorisés vont venir contribuer ou nuire à la transition. Donc, on y va un petit peu plus large. Puis pour finir notre rôle, ben, on offre aussi de la formation sur la communication responsable parce qu'on a un gros volet sur l'éco-blanchiment avec vraiment des outils, des conseils concrets, des exemples de messages qui sont empreints d'éco-blanchiment, puis comment ils pourraient être rectifiés, réécrits pour être plus transparents, plus précis. Donc, c'est vraiment, je pense, dans cette optique-là qu'on essaie d'avoir un rôle. Là. Merci, Maëlle. Merci d'amener l'idée de l'incompréhension. On y reviendra. Souvent, les gens comprennent mal ce qui a un impact ou ce qui en a moins dans leur action. Bref, très important. Valérie, de ton côté? Merci. Ben, j'adore parce qu'en fait, on est vraiment toutes les trois très complémentaires dans notre réponse. C'est vraiment intéressant. C'est sûr que nous, on s'adresse à tout l'écosystème de l'industrie des communications et du marketing au Québec, autant agences de publicité que marketeurs en entreprise, médias, agences médias, etc. Et en fait, une des causes profondes, c'est vraiment le rôle du communicant qui change complètement. On, on a fait partie, on est des héritiers là, des 30 Glorieuses où le marketing et la communication, c'était le miroir grossissant des toutes petites différenciations. Et on était habitués là, à faire de la publicité en disant qu'on était le meilleur produit, la voiture la plus vendue. Donc, vraiment, beaucoup de superlatifs pour mettre de l'avant des petits avantages compétitifs. Et en fait, aujourd'hui, et surtout dans une démarche de communication plus responsable, on est dans une démarche où la communication doit être empreinte d'authenticité, de transparence, de vulnérabilité. Et ça, les communicants savent pas faire. On manque complètement d'humilité là-dedans. C'est vraiment un changement qui est absolument pas intégré. Être vulnérable, on ne sait pas, on apprend. Et en fait, c'est crucial parce que cette bascule-là doit se faire pour vraiment laisser tomber des pratiques complètement obsolètes et puis qui amènent à l'éco-blanchiment, à vraiment une démonstration où effectivement, comme le disaient mes deux collègues, ben, on va montrer l'avantage et on va parler d'allégations environnementales qui sont vraies, qui sont prouvées, etc., etc. On va se rappeler les 5 points de Geneviève. Donc, c'est ça. Il y a aussi, évidemment, je suis vraiment d'accord avec Maëlle, tout un aspect de formation. Puis là, si je pense vraiment aux gens de communication, on ne comprend pas quand on met carboneutre sur une affiche, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et puis nous, chez Masse Critique, on est vraiment convaincus que chaque personne dans la chaîne de communication a une responsabilité. Donc, si je suis le designer à la fin de la chaîne et qu'on me dit dans mon brief, de mettre un mot, une image ou des choses, je suis aussi responsable de poser des questions. Donc, nous, vraiment, c'est d'amener la connaissance à tous les niveaux de communication pour que chacun en ait un rôle à jouer et que des publicités d'éco-blanchiment, on n'en voit plus. Donc, ce qu'on fait concrètement là, chez Masse Critique, en fait, on fait beaucoup de sensibilisation, d'éducation. On existe depuis 2 ans et demi. Donc, on rejoint un peu plus de 3000 intervenants dans notre industrie. Des podcasts, des webinaires sur le sujet. On fait des formations dont le parcours de marketing durable qui inclut évidemment des aspects d'éco-blanchiment, mais aussi, comme disait Maëlle, je te remercie de le dire, tous les aspects d'éco-comportement aussi dans les publicités qui changent les imaginaires collectifs sont importants et aussi les aspects de diversité et inclusion parce que là, on parle de greenwashing. Mais les washing, il y en a plein, du pinkwashing, du purple washing, du queer washing, etc. Donc, voilà. Donc, il faut s'adresser à ça. Et le dernier bloc, en fait, c'est qu'on a une communauté de pratique parce que l'éco-blanchiment, c'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est souvent dans le gris. C'est là qui est vraiment le détail qui est si important. Donc, on amène, et là, on est à peu près 400 membres, vraiment très, très actifs, de gens sur notre communauté de pratique qui vont échanger les pratiques. Moi, je fais ça, j'ai dit ça, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on croit beaucoup à l'intelligence collective. Voilà. Merci Valérie. En tout cas, c'est tout un défi
pour Masse Critique, mais je pense que vous le remplissez déjà assez bien. Je me retourne vers Geneviève. On va rentrer un petit peu plus dans le crunch, dans les détails. En juin dernier, à travers le projet de loi C-59, il y a des amendements qui ont été introduits à la loi fédérale sur la concurrence. En somme, le fardeau de prouver que des déclarations environnementales sont légitimes incombe désormais à l'entité qui fait les déclarations, de ce que j'en comprends. Le CQDE a accueilli positivement ce développement-là, mais dans un communiqué conjoint avec d'autres groupes, vous avez identifié certaines lacunes de ce resserrement-là. En gros, c'est quoi les changements qui sont apportés? C'est quoi les réactions qu'on a eues face à ces changements-là? Puis, ce serait quoi certains des manques à combler, peut-être? Oui, tout ça en quoi, 2 minutes, 3 minutes? Super, merci, merci Maxime. Ben, en fait, oui, on a accueilli positivement, en fait très positivement, parce que c'est des amendements qu'on avait proposés puis qui ont été soutenus par nos partenaires comme Éco-Justice, Équiterre, l'Association canadienne de médecins pour l'environnement, Masse Critique aussi, d'ailleurs, Bleu Forêt, on collabore encore là, devant le Bureau de la concurrence. Donc, tu l'as bien résumé, un des principes, en fait, ça vient essentiellement changer deux choses, ces amendements-là. La première, c'est que ça vient exiger des entreprises qu'elles justifient leurs déclarations environnementales, donc soit sur leurs produits ou les déclarations environnementales en lien avec leurs entreprises, comme la carboneutralité. Donc maintenant, ça prend des preuves. On parle d'éléments qui reposent sur des tests suffisants et appropriés. C'est un changement majeur qui, à notre avis, était nécessaire. Donc, avant, le Bureau de la concurrence devait prouver que c'était trompeur. Donc, on peut bien imaginer à quel point c'est plus difficile là, à faire. Le deuxième changement principal, c'est que les consommateurs vont maintenant pouvoir porter plainte directement devant le tribunal de la concurrence à compter de juin prochain. Donc, on n'a pas besoin d'attendre une enquête du Bureau de la concurrence. C'est une nouvelle voie de recours qui s'ouvre donc pour les citoyens et les citoyennes. Au niveau de ce qui pourrait être amélioré ou bref, on l'a accueilli, mais évidemment, on va devoir clarifier encore davantage certaines choses. Le Bureau de la concurrence se penche maintenant sur l'émission de lignes directrices, ça s'en vient dans les prochains mois probablement, pour justement venir clarifier ces nouvelles règles-là. Et on a fait une contribution très détaillée, donc des propositions très précises et détaillées. On a été soutenu par une trentaine d'organismes, dont Bleu Forêt, donc et Masse Critique également, pour suggérer donc au Bureau de la concurrence certains éléments là, pour aller dans le sens des amendements, parce que ce qu'on veut évidemment, c'est limiter l'éco-blanchiment. Au niveau des réactions, elles ont été, il y en a eu plusieurs, beaucoup d'applaudissements aussi dans le milieu notamment environnemental. Il y a aussi des réactions assez intéressantes qu'on a notées, comme vous avez peut-être vu le grand consortium des grands producteurs de sable bitumineux qui a dépensé dans le passé des millions de dollars en relations publiques pour démontrer que l'industrie était engagée à résoudre la crise climatique, puis qu'il y avait un plan pour atteindre la carboneutralité. Bien là, on a vu, c'est l'Alliance pour les voies nouvelles, le Pathways Alliance. On a vu le retrait presque immédiat de pratiquement tout le contenu de leur site web au lendemain là, de l'adoption, d'introduction des amendements. Mais ça a été suivi aussi, je vous dirais, d'une campagne un petit peu de peur là, de certaines parties, de certaines industries, notamment dans les énergies fossiles puis dans l'ouest du Canada, où on disait que c'était trop vague, que ça allait créer une incertitude pour les compagnies, que ça ouvre la voie à une pluie de poursuites pour les entreprises. Je vous dirais que ça, c'est un discours que, pour avoir travaillé sur la responsabilité des entreprises, qu'on entend souvent là, quand il y a une nouvelle réglementation, donc pas juste sur l'éco-blanchiment. C'est souvent des arguments qu'on entend. À notre avis, ils sont faux. Au contraire, ça va contribuer à accroître la prévisibilité pour les entreprises en démêlant, en s'aidant. Justement, un peu, Valérie, tu disais, c'est pas simple non plus pour les entreprises là, de savoir, bien là, ça vient clarifier. Les lignes rouges à ne pas franchir, entre autres, ça, sur quoi s'appuyer? Avez-vous vous êtes-vous appuyé sur la science, sur des méthodologies internationalement reconnues, etc. Donc, il y a plusieurs choses que les entreprises peuvent faire pour s'aider. Ça va venir clarifier ça. Tout le monde ne pourra pas poursuivre. Donc, il y a des règles à respecter. Il faut que ça soit dans l'intérêt du public. Donc, je pense qu'on peut être rassuré que les poursuites frivoles vont être écartées. Et il y a aussi une gradation des sanctions. Et ça, c'est logique et c'est souvent comme ça en droit. C'est-à-dire que si l'entreprise vraiment est sérieuse dans ses démarches, qu'elle a fait des efforts qui sont considérés comme raisonnables, qu'elle a vraiment tenté de ne pas faire d'éco-blanchiment, ça se démontre. Puis dans ce cas-là, peut-être que la seule sanction, ça serait de corriger le comportement.
Si ça s'avère quand même trompeur, la sanction pourrait être ça. Donc, il y a une gradation des sanctions à ce niveau-là. Donc, pour nous, encore une fois, ça va permettre, dans le fond, de récompenser les entreprises qui sont vraiment sérieuses et ça va aussi aider à favoriser l'innovation pour vraiment qu'on axe les capitaux, l'énergie sur des actions vraiment tournées sur la transition puis qui nous permettent d'avoir une économie résiliente. Merci Geneviève pour ce portrait-là, c'est très clair. En tout cas, moi, je retiens que si on fait peur à Pathways Alliance, on doit faire quelque chose de bien. Euh, Valérie Mascritic a publié un rapport il y a quelques semaines qui indique que les émissions de GES attribuées à l'influence publicitaire au Québec ont atteint 10,3 millions de tonnes équivalent CO2 en 2023. L'industrie des coms a un rôle clé à jouer. Elle peut aussi bien alimenter que lutter contre l'éco-blanchiment. Où est rendue l'industrie sur la question de l'éco-blanchiment au Québec? Tu parlais du travail que tu fais avec Mascritic un peu plus tôt. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des différentes initiatives que Mascritic mène en ce sens-là? Oui, tout à fait. Donc, je te remercie, Maxime, de faire référence à notre étude sur les émissions de l'influence publicitaire. C'est une étude importante pour nous. C'est la deuxième fois qu'on l'a fait. C'est en fait vraiment pour montrer exactement comme tu le dis que longtemps, on a considéré l'industrie de la publicité comme une industrie de service, donc à faible émission, mais en fait, on a un rôle crucial parce qu'on est vraiment le porte-parole d'industries qui, elles, ont un impact évidemment très important sur la surconsommation et sur l'utilisation des ressources. Donc, où en est l'industrie? En fait, ce qui est fou, c'est que l'industrie est vraiment dans une vraie crise de confiance actuellement. Comme disait Geneviève tout à l'heure, le consommateur est de plus en plus critique. Alors, Geneviève ferait référence à un chiffre sur l'industrie alimentaire. Je vais aller à 2022, un chiffre que je répète ad nauseam parce que je le trouve tellement frappant, d'une étude de Deloitte sur le consommateur canadien qui disait que plus de 57% des consommatrices et des consommateurs canadiens ne croient pas dans les allégations vertes ou environnementales des marques. Donc, évidemment, quand on communique là-dessus et qu'on fait face à un client qui est cynique, ben évidemment, il ne va pas payer plus cher. Évidemment, il ne va pas valoriser en fait des entreprises qui sont dans une vraie démarche. Donc, d'abord, nous, comme industrie, on s'adresse aux consommateurs. Fait que, la première vraiment crise de confiance, c'est que celui à qui on parle ne nous croit plus. Deuxième crise de confiance sont les employés, les gens qui travaillent dans l'industrie. Nous, à MS Critique, on fait beaucoup de conférences dans les agences de pub, dans les entreprises et tout ça, et il y a énormément d'employés qui nous disent, qui lèvent la main, qui disent, écoute, moi, je veux plus travailler sur tel compte, moi, je veux plus travailler sur telle publicité, on m'a fait faire ça. Donc, il y a quand même vraiment une crise des cerveaux, et puis, ben, c'est ça, on est une industrie de cerveaux créatifs. Donc, quand il y a de moins en moins de gens qui veulent travailler en communication, même quand on fait des formations, il y a beaucoup de gens qui nous disent, bon, vous me réconciliez peut-être avec le marketing, j'ai étudié là-dedans, mais je voulais plus travailler là-dedans. Donc, il y a vraiment cette relation amour-haine actuellement qui est vraiment exacerbée. Et puis, il y a l'aspect des marques, donc les clients. Parce que les entreprises européennes, par exemple, qui ont une étape d'avance sur nous, en Amérique du Nord, sur toutes les communications en termes de législation, les termes qu'on peut utiliser, pas utiliser, etc., arrivent ici, prennent pour acquis, dans le fond, que la communication, les agences de publicité, les médias ont aussi la même connaissance et compréhension que l'éco-blanchiment, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Donc, crise de confiance, parce que les gens à qui on parle, les consommateurs ne nous croient plus, nos employés, notre force vive ne veut plus travailler dans l'industrie et nos clients nous trouvent pas vraiment adaptés. Fait qu'évidemment, c'est vraiment, moi je trouve que c'est une période pivot. Et moi, je trouve ça positif parce que ça veut dire que ça va nous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus vertueux et de vraiment se transformer. Bon, on est vraiment dans un moment pivot et important. Ce que ça amène comme conséquence, malheureusement, c'est que c'est beaucoup de greenwashing, donc l'éco-silence. Donc, il y a énormément d'entreprises qui ne communiquent pas, en fait, ce qu'ils font. Et écoutez, moi, ça me désespère quand j'entends des entrepreneurs engagés qui font des bonnes choses, qui disent non, je préfère pas communiquer parce que je ne sais pas. Donc, on a moins d'exemples positifs. Puis ça aussi, ça aide pas la société à avancer parce qu'on voit pas d'entreprises qui tirent les bénéfices des bonnes choses qu'ils font.
Donc, ce qu'on fait pour la deuxième partie de ta question, ce qu'on fait à MS Critique là-dessus, donc, comme je disais tout à l'heure, on a des formations, on a le parcours de marketing durable. On lance là d'ici vraiment quelques semaines, en fait, on va l'annoncer dans quelques jours. Donc, ça arrive, une formation contre l'éco-blanchiment avec vraiment un aspect de loi C-59 parce que moi, je suis hallucinée de voir à quel point les entreprises ne sont pas au courant. Comme disait Geneviève, dans le fond, la société civile va pouvoir amener au tribunal des entreprises. Ça, c'est en juin 2025. Ça va être rétroactif d'un an, donc à partir de juin 2024. Autrement dit, c'est maintenant. Donc, c'est excessivement important d'être au courant. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est si vous allez sur le site de Masse Critique, on a notre boîte à outils que vous pouvez downloader, qui est gratuite. Dans cette boîte à outils, on a un détecteur anti-greenwashing. Donc ça, c'est vraiment un petit jeu, là. Ce sont des petites cartes, en fait, que vous pouvez avoir devant vous quand vous créez pour amener, attention, je suis dans telle communication, je suis en train de faire quelque chose, une publicité, un post sur les médias sociaux, peu importe, un email, ce que vous êtes en train de faire. C'est juste une espèce de petit reminder pour se dire, attention, là, je risque de tomber dans tel cas. Donc, on appelle ça notre petit détecteur anti-greenwashing. Dans notre formation sur la loi C-59, on va aussi avoir une grille d'analyse permettant aux entreprises d'analyser un petit peu l'utilisation de chaque mot, qu'est-ce qu'on met derrière les images, pour vraiment voir le risque réputationnel. Et puis, ben, on est vraiment chanceux. On travaille avec en fait, Bleu Forêt, avec le CQDE, avec Québec Net Positif, pour essayer aussi d'avoir un impact un petit peu plus haut niveau sur toutes les lois encadrant les allégations environnementales. Voilà. Très cool. Merci Valérie. Tu amènes le terme du greenwashing qui est aussi très important. Très hâte de voir cette formation-là qui va être lancée bientôt sur l'éco-blanchiment. Maëlle, maintenant je me tourne vers toi. Une question, puis Valérie a fait allusion un peu en parlant de l'étude de Deloitte. Bon, une question qui est intimement liée à l'éco-blanchiment, c'est la question de la consommation responsable. Puis, selon la dernière édition du baromètre de l'action climatique, ben, la population est fortement préoccupée par le climat. 85% pensent qu'il y a une urgence d'agir, mais le baromètre indique aussi que 68% des Québécois se sentent impuissants face à la crise climatique. 31% sont fatigués d'entendre parler de changement climatique. Le chiffre que Valérie amenait, 57% des Canadiens ne croient plus aux allégations vertes, tout simplement. C'est quoi l'impact d'une saturation de messages sur la durabilité? Est-ce que ça mène à ce genre d'épuisement-là, comme dans cette mer de messages-là? Comment est-ce que les organisations qui ont réellement un impact peuvent se distinguer? Comment est-ce qu'elles peuvent articuler leurs actions climatiques de manière qui est authentique, qui est transparente, puis qui contre cette espèce d'épuisement-là face aux messages environnementaux? Oui, parce qu'on voit au niveau du baromètre de la consommation responsable, on le voit aussi au niveau du baromètre de la transition des entreprises. Donc, l'écart entre l'intention d'agir et l'action est très significatif. Au sein de la population, on le voit, c'est l'écart entre les préoccupations et l'action. La fatigue climatique là, est vraiment réelle. On est dans une ère d'infobésité où est-ce qu'il y a de la surinformation. Ceux qui veulent vraiment s'informer vont avoir affaire à justement une mer d'informations. Puis des fois, on ne sait plus justement où aller chercher, où aller vérifier les données, où approfondir nos connaissances. Donc, le problème est quand même assez grand. Puis malheureusement, il y a encore un peu trop d'alarmisme. Donc, ce que ça peut créer comme phénomène, ben, c'est justement l'éco-anxiété qui va générer souvent de l'inaction. Puis du côté des entreprises, Valérie l'a bien nommé, là, c'est le mutisme. Donc, de dire, je sais plus par quel bout prendre le problème, je sais plus c'est quoi mon angle d'attaque, je sais plus mon rôle à jouer, où est-ce que ça se situe. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est favoriser finalement l'action climatique. Donc, du côté des entreprises, ils vont s'engager dans une démarche qui est sérieuse, et du côté des consommateurs, de la population, qui vont être capables de faire des choix qui sont plus éclairés, donc de travailler vraiment leur esprit critique. Mais là, on est déjà surchargé d'informations, donc par quel bout on prend ça? C'est sûr que si on est une entreprise, une organisation qui a une démarche qui est authentique,
Ben moi, j'ai envie de vous dire, rendu là, c'est facile. Parce que c'est de parler de son histoire, c'est de parler justement de ses intentions. Puis nous, ce qu'on dit souvent, c'est que t'as pas besoin de parler de climat puis de développement durable pour en parler, finalement. C'est de revenir aux valeurs qui sont partagées et de mettre ça de l'avant. Parce que ça demande aussi de l'audace de choisir un modèle d'affaires qui va être plus respectueux des ressources à notre disposition. Donc, comment on parle de ça, comment on va créer cette connexion-là humaine. Puis évidemment, ça aussi, c'est un risque de dire, je vais juste me baser sur mes bonnes valeurs puis mon intention. Puis non, il faut quand même mettre de l'avant les actions, les preuves. Mais si c'est fait de façon rigoureuse, mais les preuves vont venir d'elles-mêmes. Donc, ça vient aussi l'idée d'agir avant de communiquer. Donc, quand on sait on a fait les bonnes actions, qu'on a été capable de quantifier, qu'on voit même les retombées, ben là, mettre ça de l'avant, ça devient plus facile et ça devient moins anxiogène aussi. Euh, Ce que je voulais dire aussi, c'est créer ce narratif-là autour, et ça permet de créer le discours avec la population sur c'est quoi les autres bénéfices qu'ils vont en tirer. Donc, ce qu'on tente de faire en tant qu'entreprise, souvent quand on communique sur notre engagement, c'est de dire aux gens, ben choisissez-nous, nous, on fait les efforts, on fait partie on est du bon côté de l'histoire, on se démarque des autres, mais comment qu'on va rejoindre le consommateur à ce moment-là? Ben souvent, c'est en parlant des coûts-bénéfices. Donc, pas juste de dire notre empreinte environnementale, elle a été réduite de X%, ou justement les bons pour la planète, souvent qu'on a l'habitude d'entendre. C'est de parler concrètement qu'est-ce que ça va amener pour la collectivité, dans la vie du consommateur, le fameux What's in it for me. Donc, qu'est-ce que le consommateur ou la consommatrice va en tirer personnellement? Est-ce que c'est davantage de bien-être, de temps en famille, de quiétude, de santé, d'y aller vraiment avec ces bénéfices-là? Et je conclurai avec les 3 éléments quand même intéressants. Il y a le réseau entreprise de développement durable là, qui proposait 3 conditions pour le changement de comportement, que les gens ils ont les bonnes raisons de changer. Donc, les bonnes raisons de choisir une entreprise, choisir un service, choisir un produit et la capacité de faire le bon choix. Donc, quelles sont les compétences, les connaissances et la confiance nécessaires pour changer? Fait que la confiance, ça joue où est-ce que Valérie disait justement au sein de l'industrie, comment qu'on vient rebâtir cette confiance-là, ben à partir du moment où est-ce qu'il va y avoir la législation qui va venir encadrer le tout, ben la confiance peut renaître justement puis se rebâtir. Puis finalement, ben, les occasions, est-ce qu'ils ont les ressources nécessaires là, pour changer? Donc, aux entreprises, aux organisations, de leur proposer ces ressources-là puis ces occasions-là de changer. Donc, c'est une question qui est large. C'était quelques éléments de réflexion. En tout cas, merci pour ces éléments-là. Je vais rester sur l'élément de la confiance que tu amènes, puis toujours sur la question de la consommation responsable. Est-ce qu'il y a des mesures à l'international que le Québec et le Canada dont on pourrait s'inspirer, qui permettraient une approche plus intégrée, qui encadre la communication responsable de l'impact tout en facilitant une compréhension pour le consommateur pour venir de renforcer cette confiance-là? J'ouvre la question aux 3. Peut-être Valérie d'abord. Oui. Bon, il y a tous des aspects, évidemment, législatifs que je vais laisser à Geneviève. Elle sera bien meilleure que moi pour en parler, toutes les directives européennes, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Moi, je dirais qu'au niveau européen, il y a 2 choses qui m'intéressent. Nous, on parle beaucoup de la norme ISO 26000 pour la norme de responsabilité sociale des entreprises, qui est appliquée quand même, qui peut être appliquée directement à notre rôle de communicant. Il y a aussi la norme ISO 14020 sur l'étiquetage environnemental, qui aussi amène vraiment à avoir des informations plus transparentes sur l'étiquetage. Moi, en fait, ce qui m'a beaucoup inspiré, par exemple, c'est évidemment, on parle de consommation, donc on parle de consommer moins. Moi, je veux vraiment comme souligner la campagne des dévendeurs qui a été faite par l'ADEME en France. Je ne peux pas arrêter d'en parler de cette campagne-là parce qu'en fait, on a mis
tout notre pouvoir créatif au sujet de montrer qu'on n'est pas obligé. Si jamais vos auditeurs la connaissent pas, je vous invite à aller la voir. C'est vraiment les dévendeurs. C'est l'ADEME qui a fait ça, je pense que c'est l'année dernière, en fait, à la période de Black Friday, donc à peu près cette période-là l'année dernière, où finalement il y avait des vendeurs qui expliquaient aux consommateurs qu'ils n'étaient peut-être pas obligés d'acheter toujours neuf. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment génial. C'est un très bel exemple de consommation responsable. Mais aussi, moi, ce qui m'inspire beaucoup, puis ça, c'est peut-être plus lié à notre étude sur les émissions de l'influence publicitaire, des villes comme Édimbourg qui interdisent la publicité sur les énergies fossiles, le Guardian comme média qui décide aussi non seulement de ne plus mettre de publicité sur les énergies fossiles, mais aussi sur de l'aviation, par exemple. Puis moi, je connais beaucoup, et on travaille actuellement notamment avec des médias d'ici qui sont très concernés par le contenu éditorial pour éduquer le consommateur, éduquer le citoyen sur les problématiques environnementales, mais on va avoir des articles sur l'environnement à côté de publicités de SUV. Donc, il y a une vraie problématique. Alors ça, je sais que le Guardian a avancé, mais je sais que les médias d'ici sont aussi en démarche là-dessus. Ça, je trouve que c'est vraiment encourageant, vraiment intéressant. Puis, je vais quand même un petit exemple d'ici parce que ça fait du bien. La Commission des transports de Toronto, qui maintenant a décidé qu'il refusait donc les publicités liées aux énergies fossiles. Et on a eu la STM il y a quelques semaines qui a fait une sortie aussi en disant qu'ils veulent faire la même chose. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant de voir que quand même, au niveau de la consommation responsable, dont parlait Maëlle, on commence à être beaucoup plus conscient sur l'impact de la publicité, au-delà du greenwashing aussi, sur qu'est-ce qu'on met, c'est quoi les industries qu'on met de l'avant dans les publicités et aussi comment est-ce que nous, comme citoyens, on consomme. Merci Valérie. Bon, tu mentionnais tous les aspects législatifs. Je vais peut-être aller directement vers Geneviève alors pour compléter cet aspect-là. Oui, bien sûr. Puis Valérie, tu as fait allusion à certaines initiatives intéressantes, là, récentes, notamment à Édimbourg, mais je pense qu'il y a vraiment plusieurs choses qui peuvent être faites, puis ça dépend du secteur, là, tu sais, quelle forme d'éco-blanchiment parle-t-on. Tout à l'heure, j'ai parlé de la finance. Il y a plusieurs mesures, oui, qui sont qui ont été adoptées notamment en Europe, mais pas que. Aux États-Unis, en Australie aussi, il y a certaines exigences pour réglementer davantage les fonds d'investissement. Donc, il y a des mesures qui ont été prises, notamment pour la divulgation d'impact, puis la divulgation d'informations. Puis un des aspects dont on n'a pas parlé, c'est justement qu'est-ce qu'on divulgue? Est-ce qu'on divulgue juste les risques? Donc, ce qu'une compagnie considère comme étant un risque d'un point de vue plus investisseur ou les impacts également? Nous, on est d'avis qu'il faut également divulguer les impacts des opérations des entreprises, y compris dans leur chaîne d'approvisionnement, sur la biodiversité, par exemple, sur la crise climatique, sur les droits humains, donc les communautés qu'elles affectent. Donc, c'est une recommandation et l'Europe est allée dans ce sens-là. Et en parallèle, il y a des lois, et Valérie en parlait tout à l'heure aussi, encore davantage contraignantes qui demandent aux entreprises de faire preuve de vigilance finalement et de les adopter, ces plans-là, à l'interne, les plans de transition, mais de respect des droits humains et de l'environnement aussi. Donc, ça va de pair. Il y a des lois, des exemples intéressants qui ont été faits aussi en Europe, notamment par l'Union européenne au niveau de l'affichage, au niveau de l'imposition de règles en matière de certification, parce qu'on en parlait, c'est difficile de se retrouver au niveau de la certification, donc il y a beaucoup de ménage là, qui peut être fait au niveau de la certification pour aider les consommateurs à s'y retrouver. Il y a aussi des exemples intéressants au niveau de la publicité. Et Maëlle, tu faisais allusion justement à cet aspect-là de publicité intrinsèquement trompeuse. Il y a des projets de loi privés, notamment en Colombie-Britannique, qui sont étudiés en ce moment à ce niveau-là. Valérie t'a parlé d'Édimbourg et donc leur interdiction de publicité au niveau des véhicules polluants. En France, il y a des régimes d'affichage environnemental obligatoires aussi. Donc, c'est ça. C'est un panorama, puis j'ai envie de finir en disant, donc il y a beaucoup de choses dont on peut s'inspirer là, qui se fait à l'étranger. Et j'ai envie de vraiment lancer un message fort aux auditeurs qui ont envie aussi d'envoyer ce signal-là aux autorités, donc à ceux qui sont en position de pouvoir pour s'inspirer de ces mesures-là, sur le fait que c'est quelque chose qu'on veut au Québec. C'est ça, on veut être leader, notamment pour la finance durable, on veut se positionner, on veut que les consommateurs qui, dans les sondages, se disent préoccupés des crises climatiques, puissent avoir des options, puis s'y retrouver, puis qu'on ne nourrisse pas le scepticisme dont on parle là, depuis le début. Et pour ça, il faut viser un dénominateur commun
qu'il ne soit pas le plus bas. Et c'est une crainte que je partage aujourd'hui, suite notamment aux élections américaines. On le sait qu'il va y avoir cette réflexe-là au repli ou en se disant, bon, mais si là, il y a un recul. Et je pense que c'est tout le contraire qu'il faut faire. Il faut au contraire que Québec se positionne encore davantage comme un leader sur ces questions-là. On a des exemples, on peut regarder ce qui s'est fait ailleurs, s'en inspirer, l'adapter à notre contexte. Puis je pense qu'on va ressortir tous et toutes gagnants, y compris d'un point de vue économique, parce que les études se multiplient pour montrer à quel point ça coûte cher. L'inaction. Donc, je pense que là-dessus, le travail de plus en plus d'économistes nous aide aussi à aller à mettre ça de l'avant. Merci Geneviève. Maëlle, là-dessus? Oui, ben, j'allais parler justement moi aussi de la campagne de communication de l'ADEME, là, qui est l'Agence de la transition écologique française. Mais Valérie l'a très bien fait, moi aussi très grande fan de cette publicité-là qui vise la déconsommation finalement. Donc, je vais rebondir avec un autre exemple là, qui vient du Royaume-Uni. Eux, ils ont ce qu'ils appellent les Green Claims Code. Donc, c'est une magnifique campagne de communication qu'ils ont fait. En fait, moi, je pense que ça réside beaucoup là-dessus. Là, regardez comment on communique finalement la prévention de l'éco-blanchiment, comment on communique les pièges, comment on outille les organisations et on sensibilise le public. Donc, ça passe par la com. Eux, ce qu'ils ont fait, là, c'est vraiment une belle campagne avec une vidéo en motion design qui explique là, de façon très bien vulgarisée c'est quoi finalement les risques, comment on vient les prévenir. Il y a un guide pour les consommateurs, consommatrices. Après ça, il y a un guide pour les organisations et les communicateurs, avec même là, un petit quiz pour voir si on a bien compris là, la réglementation et même une espèce de checklist, une petite liste à cocher. Ça me fait penser peut-être, Valérie, une des futures ressources qui va être offerte par Mars Critique. Donc, c'est super là, d'avoir des outils pratiques qu'on peut avoir dans nos bureaux. Donc, quand les communicateurs, les communicatrices sont rendus à l'étape de formuler le message, qu'on puisse avoir cette grille là devant nos yeux pour se dire, OK, est-ce que j'ai été justement, est-ce que j'ai caché un compromis? Est-ce que j'ai les preuves? Est-ce que j'ai emprunté des codes là, de certification en essayant de créer un nouveau logo qui va projeter justement un message qui finalement qui m'appartient peut-être pas, mais est-ce que c'est pertinent? Donc, avoir toujours ça en tête, je trouvais que du côté du Royaume-Uni, en tout cas, ça avait été un très bon coup, là. Vraiment. En tout cas, très inspirant comme initiative. Juste avant de passer aux questions du public, peut-être en quelques mots, me dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour vous, une initiative que vous voulez partager à nos auditeurs, auditrices avant de partir? Je vais ouvrir le bal. Nous, on est du côté des bonnes élèves, là, donc on est de celles qui veulent suivre les formations, regarder qu'est-ce que la science, les recherches nous disent. On aime beaucoup la communauté de pratique comme climatique pour les communicateurs, communicatrices là, qui ont envie de se former, de sensibilité davantage. De notre côté, ben, on invite seulement là, à suivre nos réseaux sociaux, notre site web, parce qu'on publie des exemples de campagnes qui ont été faits là, justement en absence d'éco-blanchiment, puis de montrer que ça se peut de communiquer avec confiance puis conviction. Puis de générer là, des changements de comportement en le faisant là, dans les règles de l'art. Super. Geneviève, Valérie? Oui, de notre côté, on continue à travailler fort avec Maître Beaulieu pour la publication de 2 rapports dans les prochains mois, encore sur l'éco-blanchiment. Un rapport sur l'éco-blanchiment au niveau des produits de consommation, donc je pense que ça va être utile, ça va faire écho à notre conversation aujourd'hui, puis un rapport sur l'éco-blanchiment gouvernemental. Donc ça aussi, on a bien hâte de diffuser ces rapports-là. Et j'ajouterais que, parce que je vois certaines questions qui passent dans le clavardage aussi, on a aussi fait un webinaire pour ceux qui sont intéressés avec une petite fiche synthèse très accessible pour les gens qui ont envie de porter plainte, donc de signaler des cas d'éco-blanchiment. Pas besoin de connaître la loi, pas besoin de démontrer comment c'est trompeur, mais je pense que c'est important justement pour aider les citoyens, les consommateurs à obtenir cette protection-là. Il faut qu'on les signale, ces cas-là, pour qu'on rectifie le tir. Et il y a des manières très simples de le faire avec votre téléphone en quelques minutes. Donc, si ça vous intéresse, ça aussi, c'est sur notre site Internet, en plus des rapports qu'on a mentionnés. Et bien sûr, on va suivre attentivement le Bureau de la concurrence qui va publier donc ses lignes directrices, mais aussi au niveau du Québec, parce que le Québec travaille notamment sur une feuille de route là, en matière de finances durables. Donc, là aussi, on a je pense, des opportunités importantes que le Québec peut saisir pour s'assurer, si on jase finances durables, ben, que vraiment les produits en soient véritablement, donc qu'on puisse avoir enrayé ou travailler à enrayer l'éco-blanchiment dans ce secteur-là. Absolument.
tout cas, bien hâte de voir ces prochains rapports-là qui s'en viennent. Valérie? Super, je suis tellement impressionnée par ce que vous faites, mesdames. J'ai pris plein de notes. Donc, nous, ben, en fait, je l'ai dit un peu, on a notre formation sur l'éco-blanchiment qui va arriver vraiment à destination des communicants, des marketeurs. Donc, vraiment pour équiper le plus de monde possible dans notre écosystème, en tout cas, remettre en question les briefs. Comprendre comment ce qu'on peut faire ou ne pas faire, s'éduquer. Donc ça, évidemment, c'est important pour nous. Un peu comme Maëlle, moi, je vous invite à nous suivre sur nos médias sociaux. On est surtout actifs, en fait, sur LinkedIn. Beaucoup de conférences, beaucoup, en fait, aussi de nouveaux projets qui vont arriver, qui vont être dévoilés dans les prochaines semaines. Donc, je vous invite à nous suivre tout simplement. Et puis, surtout, n'hésitez pas. Donc, encore une fois, peut-être downloader la boîte à outils gratuite qui est sur notre site web. Vous avez accès dans cette boîte à outils à vraiment énormément de podcasts sur le sujet, des webinaires, tout ce qu'on fait est gratuit et accessible. On a même des calculateurs de GES, des campagnes publicitaires, des analyses et des grilles d'analyse, des stéréotypes dans les publicités. Donc, à partir du moment où vous communiquez, n'hésitez pas à nous suivre, à utiliser tout ça. Ou s'il y a des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse, ben, à nous contacter et on va trouver une façon de vous aider. Merci Valérie. En tout cas, moi, je sais que après la formation, j'allais fouiller dans votre boîte à outils un petit peu. Bon, maintenant, je passerai aux questions du public. J'en ai 2 dans le chat, 2 mains levées. Je vais commencer par les questions qui ont été écrites. Donc, on a Mamadou qui demande comment les consommateurs peuvent-ils se protéger contre l'éco-blanchiment lorsqu'ils choisissent des produits ou des services écologiques? Je vous laisse cogiter un petit peu. Je peux me mouiller très rapidement, là, mais justement, de développer son esprit critique et de s'informer, mais je dirais que ça se fait pas du jour au lendemain, là. Moi, j'analyse juste comment moi-même, en tant que consommatrice, j'interprétais les données il y a 5 ans, puis comment je les interprète maintenant, c'est totalement différent. Mais des fois, on va trouver ça bizarre d'avoir un pourcentage comme 58% d'ingrédients bio, puis on se dit, mon Dieu, c'est donc bien précis. Souvent, c'est bon signe. Donc, quand on voit, là, tu sais, justement, il y a pas de chiffre, il y a rien qui soutient, d'y aller vraiment avec, s'il y a un doute, s'informer, c'est une des bonnes façons justement de se protéger en tant que consommateur puis sans étioler son lien de confiance là, avec l'industrie. Moi, je pourrais Super. rajouter à ça tout ce qui est en lien avec les certifications. C'est compliqué parce que souvent, les entreprises, en fait, une des façons de faire de l'éco-blanchiment, ça va être d'inventer là, des logos, des stamps, protège l'environnement, protège l'océan, sauve les dauphins, etc. Donc, moi, je vous dirais, essayez d'aller, quand vous voyez des certifications qui sont sur les produits ou sur les communications, vous assurer que ce sont des certifications qui sont reconnues. Si on pense à des produits de consommation, des recertifications comme Produits du Québec, Aliments du Québec, mais aussi un outil que moi j'aime vraiment beaucoup, c'est Protégez-vous qui a sorti un outil qu'ils appellent le décodeur, qui permet en fait de décrypter les logos et les éco-étiquettes là, pour voir en fait si ce sont des vraies certifications. Alors moi je trouve que en tout cas chapeau à cette belle initiative-là. C'est aussi comme consommateur une façon de savoir si ce qu'on nous raconte, c'est un logo qui a été inventé par l'entreprise ou si c'est effectivement fiable. Puis je rajouterais peut-être simplement rapidement, parce que tous ces éléments, excellents points, justement, qui font quoi au fait à quel point c'est important d'avoir accès à l'information. C'est pour ça qu'on doit changer la manière dont elle est communiquée. Mais d'ici à ce que ça se fasse, pour répondre à votre question, je dirais exactement ça, s'informer. N'hésitez pas à contacter l'entreprise. Hein, si vous avez des questions, vous pouvez demander, vous, sur quelle preuve vous vous appuyez. Plus on va être nombreux à le demander, plus les entreprises vont voir que les clients veulent cette information-là et qu'elle devrait être accessible sur leur site. Et en cas de doute, vous pouvez donc signaler. Puis voir si effectivement, peut-être que c'était vraiment un cas d'éco-blanchiment dans ce cas-là, pour nous aider justement à démêler le vrai du faux. Mais beaucoup moi, je l'ai fait très fréquemment et les entreprises, il y en a beaucoup qui répondent, hein, qui partagent l'information. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Tout à fait. Je passerai à notre deuxième question. Donc, on a Anna qui nous demande, récemment, notre ville a annoncé la création d'un écoparc industriel en partenariat avec des investisseurs privés. J'aimerais avoir votre avis sur cette pratique de dénomination et la façon dont les projets industriels peuvent se dire éco tout en causant des dommages environnementaux importants.
Oui, grande question, pas simple. Ben, je ne connais pas ce projet-là en particulier, mais votre question est super intéressante parce qu'elle nous ramène à l'aspect de la cohérence. C'est ça qu'on essaie, finalement, on essaie de se dire, ben, faut être cohérent là, quand on parle quand on fait des allégations comme ça ou qu'on utilise des termes qui laissent sous-entendre que c'est donc responsable. Puis nos recommandations, c'est dans ce sens-là qu'ils vont. Quand je disais tout à l'heure que c'est pas juste quel risque pour les investisseurs, mais aussi c'est quoi les impacts du projet. Je pense que c'est là toute la différence. Il faut voir quelles informations ce projet-là a communiqué sur les impacts que le projet va avoir, tant sur la biodiversité que sur le climat et les communautés avoisinantes. Et je pense que ça fait écho aussi à certaines critiques qu'on a entendues, notamment dans le cadre de projets qu'on présente comme s'inscrivant dans la transition. Je pense par exemple au gigaprojet Nordvolt, mais où pour le démarrer, donc, on doit détruire un nombre important de milieux humides dans un contexte où on sait qu'il y en a très peu, en particulier dans cette région de la Montérégie. Donc, sans avoir de réponse précise pour votre projet en particulier, je pense que c'est tout à fait légitime de questionner ces allégations-là, de la même manière qu'on a questionné récemment un centre commercial que je ne nommerai pas, mais qui se présentait donc comme un centre commercial avec une certaine carboneutralité, là, je pense, associée au projet. Donc, c'est tout à fait légitime pour les citoyens et citoyennes qu'on se pose des questions et qu'on exige les réponses. Merci pour ça, Valérie. Mais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Sinon, on peut passer au prochain. C'est bon. Je pense que Geneviève a fait un tour parfait, complet. Bon, il y a Yannick Georges qui a la main levée. Euh, peut-être, voilà, te donner la parole. À toi la parole. Est-ce que vous me suivez? Oui, on vous entend. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de suivre les interventions de tout le monde. Et vraiment, c'est sur l'éco-blanchiment, c'est vraiment très important. Mais la question que je me posais vraiment sur la question de la publicité, des informations et le côté éthique de l'éco-blanchiment, par exemple, il nous faut simplement voir le côté légal, c'est-à-dire des normes, quel est le côté éthique qui est travaillé là aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de projets qu'on nous présente comme aujourd'hui des solutions qui a un impact considérable sur les écosystèmes. Je prends un exemple simple pour vous illustrer. Je prends l'exemple des voitures électriques sont présentées aujourd'hui comme une solution, une alternative aux voitures qui existent, qui utilisent des anciens types d'énergie que nous connaissons. Mais je fais un tour un jour dans le milieu dans lequel on laisserait le lithium à base desquels on fabrique les batteries et certaines composantes des énergies de voitures électriques. Vous ne pouvez pas imaginer, par exemple, l'impact considérable de l'extraction de ces matières premières sur les, les, les générations futures. Je prends un exemple au Congo. J'ai été au Congo, au nord du Congo, là, on extrait le lithium. Et ces matières premières, toutes ces matières premières sont, sont émaillées du sang des gens. Mais ici, on nous présente souvent les voitures électriques comme des solutions. Et aussi, même au niveau du commerce mondial, au niveau, il n'y a pas de traçabilité des sources de provenance et des proposantes de toutes ces voitures-là. Et ça reste encore le côté éthique. Moi, je me pose la question, c'est là que je pose la question du côté éthique. Comment les, les- toutes ces structures qui luttent contre l'éco-blanchiment, essaie de travailler le côté éthique de la consommation ou de l'approvisionnement ou d'investissement de, de cette question de l'éco-blanchiment. Merci. Merci, Yannick. Donc, le côté éthique de l'éco-blanchiment, est-ce qu'un de vous trois veut se... Je peux lancer le bal. En fait, je vous remercie pour cette question-là. C'est vraiment tout à fait à la base de ce dont on parle. Nous, on se base beaucoup sur la norme ISO 26000, donc la norme qui est sur la responsabilité sociale de l'entreprise.
En fait, un des aspects évidemment de cette norme-là, c'est tout l'aspect éthique, donc de protection du citoyen et de protection de l'environnement, mais c'est les fameux 3 impacts. C'est excessivement important. Et nous, là-dessus, on essaie de suivre autant. C'est pour ça que quand on parle d'éco-blanchiment, donc comment faire une fausse allégation ou une allégation trampeuse, mais ça dépasse ça. Je pense que ça va aussi sur tous les aspects est-ce que l'on communique, est-ce qu'on est utile dans la communication? Donc, ça revient au fondement précis, en fait, de la publicité. À quoi est-ce que ça sert? À quoi est-ce que ça sert le produit que je fais? Donc, on essaie de se ramener beaucoup sur l'utilité, le besoin et sur la façon dont on le fait. On a même, vous verrez dans la boîte à outils, si vous la downloadez, on a fait le serment d'Hippocrate des communicants, donc de se ramener justement à cette éthique-là. Nous, comme individus, comment est-ce que on peut s'assurer, en fait, d'être éthique dans notre façon de consommer aussi? Je vous remercie pour cette question. Ça, on pourra en parler. Ça, c'est tout un autre webinaire, mais ça serait vraiment intéressant. Ah, ça, c'est tout un sujet. On arrive à notre dernière question. Il y a Jessica Lorrain-Gingras dans le chat qui demande, dans un contexte de montée de la droite, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en termes de réglementaire pour l'éco-blanchiment? Une grosse question. Oui, très bonne question. Puis je faisais un petit peu allusion dans un des échanges, tu sais, pour évidemment une crainte là, qu'il y ait un certain un recul, parce que on connaît l'agenda réglementaire, notamment de la nouvelle présidence des États-Unis. Il y a quand même une sensibilité, en tout cas, y compris au Canada, là, y compris au sein de milieux plus conservateurs pour des règles en bon français qu'on appelle de level playing field, tu sais, des règles équitables pour tous les joueurs dans le milieu économique, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui a une certaine résonance et en réalité, l'éco-blanchiment, il contribue. Donc finalement, on vient récompenser les joueurs, mais qui sont sérieux dans leur démarche. Donc je pense que là, il y a une certaine résonance à travers différentes allégeances politiques selon nos valeurs où on peut se retrouver quand même. Par contre, là où je peux anticiper donc des reculs puis qu'on doit éviter, bien sûr, c'est en lien avec les énergies fossiles notamment. Et là où on devrait aller, si on a une taxonomie, donc une classification au Canada pour vraiment distinguer ce qui est vert de ce qui ne l'est pas, bien là, il faut vraiment qu'on insiste fortement sur le fait de s'accoler à la science, à là où on doit aller pour limiter à 1,5 degré, notamment le réchauffement, mais aussi pour protéger la biodiversité. Et là, c'est sûr que ça soit tant au Canada que ce qu'on a entendu aux États-Unis, un appui donc, aux énergies fossiles, ce ne serait certainement pas favorable pour le resserrement réglementaire dont on a besoin. Il va falloir être encore plus nombreux à l'exiger. Pour finir sur une note quand même de mobilisation, là, mais il va falloir, c'est ça, qu'on soit encore plus nombreux à l'exiger et qu'on continue à faire la démonstration que c'est payant de le faire. Absolument. Bon, ben, sur cette note mobilisatrice, je clôturerai ce webinaire. Merci énormément, Maëlle, Valérie et Geneviève d'avoir été là. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Merci à Agathe et au Dialogue pour le climat d'avoir organisé les dialogues. Agathe, je ne sais pas si tu as un mot de clôture aussi à dire pour les prochaines choses qui s'en viennent pour les dialogues. Oui, bien sûr, c'est ça. Encore une fois, là, je veux vraiment remercier tout le monde pour votre participation. Puis, c'est ça, comme c'est juste le premier jour là, des dialogues, nous, on a des événements jusqu'au 25 novembre. Donc, j'ai mis là, dans le clavardage tous nos réseaux sociaux si vous voulez voir ce qu'on fait. On va publier évidemment là, des rappels pour les événements. Je vous invite à visiter le site web pour vous inscrire. Tous les événements sont gratuits et majoritairement en ligne. Donc, on vous invite à participer au reste de nos dialogues pour suivre de tout près ce qui va se passer à Bakou. Mais encore une fois, merci beaucoup. Puis, on vous souhaite une très belle journée. Merci. Merci. Merci pour l'animation.